Du coup, on peut passer à un autre joueur que toi, tu avais deuxième du coup de ton top 5. Moi, j'avais quatrième, ce qui montre bien un peu la difficulté de pondérer entre longévité et niveau de jeu. Et donc, on va parler de Joel Embiid, évidemment. Joel Embiid, que je retrouve mes notes, ça y est, oui. Donc, Joel Embiid, 6 saisons sur la décennie, mais évidemment, il n'y en a que 3,5 de bonnes, voire même 3,5 où il joue, hein, tout simplement, puisque on a eu 2 saisons blanches pour blessure et une autre, pas blanche, mais à moitié, quoi, presque, à 2 tiers pas joués. 24 points, mine de rien, sur la décennie, 24 points de moyenne sur toute la décennie, c'est quand même pas mal. 30 minutes par match, c'est pas mal aussi. Après, c'est vrai qu'en termes de minutes jouées, on est sur 6500 minutes jouées sur la décennie. C'est le 342e total de la décennie, donc plutôt très loin. Et en termes de matchs, c'est pareil, 209 matchs joués en saison régulière, 452e plus gros total de la décennie. Donc c'est là aussi où moi j'aurais un peu des arguments pour le descendre sans doute, dans le classement, hein, pas le descendre, pas le critiquer. Et pour vous dire, oui, j'avais noté ça aussi en termes de repères, 6500 minutes sur la décennie, donc si on prend les saisons 2016 et 2017 de James Harden, on est à plus de 6000 minutes. Donc, pour vous donner un peu un ordre d'idée, on est sur 2 saisons de Harden, ça fait à peu près la décennie de Joel Embiid en termes de minutage. Mais bref, récompense individuelle, rookie de l'année 2017, est-ce qu'on lui donne ou pas? En théorie, il n'a pas eu, ça a été Brogdon, mais bref. Mais quand même, donc sur les années où il a joué, 2 sélections en All-NBA, deuxième team, donc quand même pas mal, hein, 18 et 19, 2018-2019. Et puis aussi 2 sélections All-Defense, deuxième équipe, là encore, 2018 et 2019. Alors je l'ai pas fait avec Garnett parce qu'il était trop vieux, mais j'aime bien citer aussi les NBADraft.net. Tu sais, ils ont toujours un peu des comparaisons un peu loufoques, donc c'est toujours amusant. Ouais. Mais là, pour le coup, je vais les défendre. Eux, ils avaient noté un mélange, en termes de comparaison, un mélange entre Tim Duncan et Hakeem Olajuwon. Bon, c'est quand même très costaud, mais pour le coup, le côté défenseur générationnel avec Tim Duncan, bon, je vois à peu près où ils veulent en venir, et le côté poste bas de Hakeem Olajuwon, je vois aussi, mais bref, je vois de très loin. Au niveau des surnoms, rien de fabuleux aussi. Les surnoms basketball référence. Jojo, on a Troel aussi, pour son activité Twitter, Troel. On a vu encore avec le trade de Ben Simmons. Et The Process, c'est ça qui va rester aussi comme surnom, The Process. Mais bref, le parcours, encore une fois, tu m'interromps quand tu veux placer quelque chose. Draft 2014, hein. Du coup, on rappelle Joel Embiid, 3e pick de la draft, mais il aurait dû être le premier pick, sauf qu'il se blesse pendant un workout du côté de Cleveland, justement, qui avait le premier pick, et qui finira par prendre Wiggins pour ensuite l'envoyer chez toi à Minnesota. Et donc voilà, 3e pick 2014, donc 2 saisons blanches, une première blessure avant l'année rookie, et une deuxième pendant je crois que c'est le training camp, ou en tout cas dans l'intersaison avant sa deuxième année. Il commence enfin sur la saison 2017, du coup, 2016-2017, et on voit déjà qu'en fait, il est à peine sur 25 minutes par match, mais c'est une star en fait sur son temps de jeu, avec un temps de jeu très limité évidemment de la part de la franchise, mais tu vois, sur les 25 minutes par match, il est déjà à 20 points par match de moyenne. Bon, c'est pas tous les points par match, mais je me souviens que sur le temps de jeu limité, on voyait déjà quelqu'un de très très fort finalement, avec en plus une efficacité déjà très au-dessus de la moyenne. Mais il fait que 30 matchs cette saison-là, et donc c'est pour ça aussi qu'il gagne pas le trophée de rookie de l'année, bien sûr. 2018, c'est sa première vraie saison, du coup, et première année où Philadelphie est très bon. Lui est à 30 minutes par match et 23 points de moyenne, et ils font demi-finale de conférence contre Boston, avec toujours un peu ce regret pour moi, l'équipe était plus talentueuse, mais il y avait beaucoup trop de difficultés de spacing et de porteur de balle, et donc Boston, qui était sans Kyrie Irving et sans Gordon Hayward, a fini par passer, la fameuse année où Boston était avec Jason Tatum, Jaylen Brown et Terry Rozier en leader, et Al Horford aussi évidemment. 2019, c'est l'année où il y a le trade pour Jimmy Butler, et du coup la très fameuse équipe avec Ben Simmons, Embiid, Jimmy Butler et Tobias Harris, et ça s'arrête sur un tir, le tir de Kawhi Leonard qui rebondit 14 fois sur l'arceau avant de retomber. Mais bon, voilà, on était sur une grosse équipe qui était candidat au titre et qui se fait éliminer sur un tir au buzzer sur un match 7. Et 2020, c'est l'année un peu du Covid, et ses premiers tours contre Boston, élimination au premier tour, avec notamment Ben Simmons blessé, il me semble. Donc sweep assez rapide. Et sur son profil et ses performances, ce qu'on peut dire aussi à Rafa, c'est qu'il va falloir faire attention peut-être à pas avoir un biais de mémoire récente peut-être sur son cas, parce que il y a eu un vrai step-up entre 2021 et 2022 et les années de la décennie qui nous concernent, qui vont jusqu'à 2020. Donc il faut faire un peu attention à ça, parce que c'est pas complètement le même joueur, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, j'allais dire, alors c'est presque un peu sévère, mais que je trouve que sur ces 4 premières saisons que tu as résumées là,
finalement il progresse, hein, mais il progresse pas non plus de manière ultra spectaculaire, et que le saut a eu lieu en 2020 sur ces 2 dernières saisons, et ça se voit pas forcément dans les récompenses individuelles, puisqu'il est de All-NBA Second Team en 2018 et 2019, il l'est à nouveau en 2021 et 2022, mais c'est juste que devant, sur les 2 dernières saisons, il y a Jokic qui est, Oui, c'est ça. qui est juste, bon voilà, le MVP, donc. Oui, sur le papier, effectivement, il est All-NBA Second Team les 4 fois, mais c'est pas le même niveau entre les. Ouais, c'est ça. c'est voilà, c'est les circonstances, quoi, finalement. Et juste, tu dis aussi, il a pas beaucoup progressé. Je suis d'accord, mais parce qu'en fait, aussi, il est arrivé d'entrée de jeu avec un niveau très fort, Oui. quoi, finalement. Mais tu voulais dire que le step-up pour devenir top 5 ou top 10 NBA, il s'est fait ensuite, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je me rappelle très bien avoir écrit un article pour Basket Info au milieu de sa saison rookie, avant qu'il se blesse, en fait, Ouais. où je me demandais si c'était la saison rookie la plus impressionnante qu'on ait vue de la décennie. Et je crois que j'avais répondu plus ou moins oui, à égalité peut-être avec, je sais plus qui d'ailleurs. Mais il était incroyable dès le début. C'était vraiment très très impressionnant, et il avait un niveau vraiment incroyable. Alors, ce qui est intéressant par rapport au classement, par rapport à ce qu'on a dit de Garnett, c'est que c'est un peu comparable en termes de temps de jeu, enfin pas tout à fait, mais un peu au sens où ils n'ont pas joué tous les deux sur toute la décennie, ou c'est un peu l'inverse, quoi. Garnett au début, Embiid à la fin. Bon, je pense que le step-up qu'il y a eu sur les 2 dernières saisons, il est offensif, surtout. Ouais. Il est devenu beaucoup plus efficace en attaque, et aussi il perd moins de ballons. En défense, ça a toujours été élite. Alors, si je reprends la stat de RAPM défensif sur la période 2015-2020, il est 7e de toute la ligue, ce qui est bon, pas mal du tout. Derrière Gobert c'est Gobert et Covington en tête. Draymond Green est 4e. Justice Winslow 3e. Bon, ça, voilà. Alors, ce qui pour moi est un peu, fait que je le classais, que j'ai vraiment hésité par rapport à Garnett, et c'est peut-être aussi toi pour ça que t'as hésité par rapport à Holiday, je sais pas, mais c'est des performances en play-off un peu inégales, au sens où il passe quand même vraiment à côté de la série contre Toronto. Alors, je crois qu'il est un peu blessé, je me rappelle plus très bien, mais ouais, il est. C'est clairement la série où Jimmy Butler prend les choses en main lui-même en tant que porteur de balle, quoi. C'est pas la série où on va servir Joel Embiid tout le temps, effectivement. Mais bon, voilà, il est à 37% d'adresse, ce qui est quand même vraiment faible. 17 points, 8 rebonds. Bon, il y a eu aussi des séries où il a été vraiment monstrueux, hein. Notamment celle contre Boston au premier tour en 2020 dans la bulle, mais où il était vraiment tout seul. Ouais. Bon, attends, petite question du coup pour toi, par exemple. On est d'accord, on élimine un peu, enfin on élimine pas forcément, mais il y a 30 matchs en 2017, donc on le met un peu de côté. Comment est-ce que du coup tu évaluerais ces 3 saisons 2018, 2019 et 2020 en termes de qualité de saison individuelle? Je sais pas moi, si Jokic 2022 par exemple c'est du 20 sur 20, comment tu évalues les saisons 2018, 19 et 20 de Embiid sur cette échelle-là? On est sur du, je sais pas moi, sur du 14 ou quand même sur du 17, 18? Comment tu vois un peu ça? Peut-être, non, pas du 14, je dirais du 16, quelque chose comme ça. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est quand même du très haut niveau. Alors, c'est pas encore le go-to guy offensif ultime, pour des questions de turnover, de 3 points qui est quand même pas élite, et il en prend trop. Mais défensivement, c'est un des 2 ou 3 meilleurs pivots défensifs de la ligue pendant toute la période. Bon. Donc ouais, quand même, c'est de très très haut niveau. On avait fait un pilote pour ce top 100 il y a quoi, il y a 1 an et demi, je crois. Enfin, il y a pas mal de temps. Et tu étais là, on avait parlé de ces joueurs-là justement. Et je me souviens d'une phrase que tu avais dit. Tu disais, en fait, Embiid, c'est surtout c'est même d'abord un défenseur générationnel avant d'être un attaquant générationnel, quoi, finalement, sur cette décennie. Et c'est vrai que je te rejoins complètement du coup ce que tu avais dit il y a 1 an et demi. Mais si on prend un peu cette décennie, il y a même presque en fait un step-up offensif sur la décennie suivante, 2021-2022, et presque un step-down très léger en défense. Mais voilà, si on regarde, alors ça veut pas tout dire, mais notamment on est sur déjà un rim protecteur d'élite. Et alors la stat du defensive rating individualisé, moi je suis pas trop fan, mais quand même
exception faite avec les pivots, où c'est peut-être la position où il y a le plus de corrélation entre le niveau de jeu et la stat en elle-même. Ça sera moins le cas avec des meneurs, hein, par exemple, mais le pivot a plus d'impact. Et donc, au niveau du defensive rating, notamment, sur ces 3 années, on est sur quand il est sur le terrain, la défense elle encaisse moins 7,4 points, moins 7,6 points et moins 9 points par 100 possessions par rapport à la moyenne. Et ce qui le place dans le 94e centile, 96e et 96e, et donc mieux que 96% des joueurs NBA. Donc on est vraiment sur un défenseur d'ultra élite sur ces 3 années. Et comme je dis, il y a aussi peut-être un step down sur la décennie suivante, mais ça ne nous concerne pas. Mais c'est vrai que donc il y a ce côté défenseur d'élite sur ces 3 ans et le côté offensif qui est pas du tout au niveau actuel qu'on connaît, mais qui est très bon, mais avec aussi certaines limites. Alors peut-être des limites un peu de profil déjà, où c'est un pivot, donc c'est un peu difficile de le servir au poste bas. Et comme tu disais, je pense que ça a aussi ses performances inégales en playoff, elles viennent de ça. Hein. Tu parlais de ça. Le fait que moi, la série contre Boston est incroyablement moins talentueux, notamment offensivement. Mais sauf qu'en fait, comme il n'y a pas de shooter dans cette équipe de Philadelphie, et comme il n'y a pas de meneur capable de faire des switches et de le servir au poste bas, du coup, Boston surcharge le terrain et il est incapable d'avoir un impact sur le poste bas ou quoi que ce soit. Donc il y a le côté profil un peu qui dans ces années-là faisait que pour moi c'était pas un top 5 ou top 10 attaquant NBA. Et puis il y a le côté aussi efficacité finalement. Si on prend la stat que j'aime bien, c'est le true shooting plus, donc l'efficacité au scoring individuel relativement à la moyenne. Et sachant qu'on place la moyenne par définition à 100, il a fait des saisons à 103, 106 et 105. C'est bien, c'est vraiment bien. En plus, sur un gros usage de 33%, c'est vraiment bien. Mais, encore une fois, attention à ne pas avoir un biais de mémoire récente. Il y a eu un vrai step-up sur 2021 et 2022, où là, effectivement, il est passé à 111 et 109. Donc, une vraie différence, plus 11% par rapport à la moyenne et plus 9%. Alors que sur la décennie qui nous intéresse, il est seulement à plus 3, plus 6 et plus 5. Et c'est beaucoup plus banal, entre guillemets, que 111 sur un tel volume qui se trouve beaucoup plus rarement dans la NBA et au niveau sur les 20 dernières années, hein, par exemple. Donc il y a ce côté beaucoup moins efficace, le playmaking pas forcément top, et comme tu dis aussi, le 3 points où sur cette décennie-là, on est avant son amélioration au shoot, et donc il est à 31% hein, sur ces 3 années, et clairement, il n'y avait pas de gravité, il n'y avait pas de respectabilité à 3 points. Donc c'est un peu ça qu'il va falloir essayer de juger, faire le mix entre sa défense d'ultra élite, son attaque qui était très très bonne mais peut-être pas élite, et le problème de longévité aussi finalement. Ouais, mais c'est pour ça que je l'avais mis au-dessus de Garnett, parce que du point de vue défensif, je dirais que il peut y avoir débat, mais ça se vaut. Peut-être Garnett est très légèrement au-dessus, mais je suis même pas sûr. Ouais, c'est similaire, on peut dire. Voilà, c'est à peu près. Mais offensivement, malgré tout, Embiid est au-dessus sur la durée, il me semble. C'est vrai. C'est vrai, tu vois, en parlant, je suis presque en train de me dire, oui, en fait, il faut que je mette... mais non, mais j'avais Joel Embiid devant Kevin Garnett, moi. Ah oui, c'est que... Oui, effectivement. C'est juste que je crois que j'avais mis Joel Embiid au-dessus des deux. Ouais. Mais oui, effectivement. Donc, d'ailleurs, sur le classement, sauf si tu as d'autres choses à rajouter un peu sur Embiid ou pas, mais sinon, tu peux enchaîner avec ton classement. Où est-ce que tu le situerais, du coup, à peu près dans le classement actuel? Alors donc, si je suis logique avec moi-même, je le mets au-dessus de Garnett. Donc la question c'est, est-ce que je le mets au-dessus de Jokic, ce qui a l'air d'être l'éternelle histoire de la carrière d'Embiid. Je vais dire non. Ouais, je suis assez d'accord. Pour l'instant, on a le même classement. Ouais. Donc je vais le mettre en 4e position derrière Jokic et devant Garnett. Ouais, c'est ça. Donc on a Jokic 3. Du coup, on a Joel Embiid 4, Garnett 5, Kevin Love 6 et Harrison Barnes 7. Du coup, pour l'instant. Ok, j'avais exactement le même classement. Donc pour l'instant, on est raccord, pas de débat là-dessus. On verra si d'autres invités viendront m'insulter ou m'argumenter différemment. Je les renverrai vers toi aussi. Alors, pour finir aussi, petit quiz encore une fois. Tu m'as beaucoup impressionné sur les Timberwolves. On va voir qu'est-ce que tu vaux. C'était de la triche. Peut-être, c'est vrai. Alors, quoique, c'est aussi une équipe iconique, tu vas voir. Alors, le jeu, c'est encore une fois un kické dans l'effectif. Donc, tu vas devoir me citer les joueurs qui sont dans l'équipe de la première équipe où, justement, Joel Embiid est en NBA. Donc, draft 2014. Donc, on parle de la saison 2014-2015. Combien de joueurs tu peux me citer de cette équipe du process complètement en rebuild de Philadelphie 2015?
Donc c'est l'équipe où il ne joue pas. L'équipe où il ne joue pas, exactement. Alors c'est avant la draft de Simmons, donc il y a Covington, Ouais. Jeremy Grant, Jeremy Grant, effectivement, il y est. Richaun Holmes. Richaun Holmes n'y est pas. Non, Je crois qu'il arrive juste après. Alors, je sais pas pourquoi je pense à lui, mais Furkan Aldemir. Il est là, exactement. Ah bon. Carter Williams. Carter Williams, c'est encore là, ouais. C'est l'année où il se fera échanger d'ailleurs à Milwaukee, Ouais. en février. On a un top pick de 2013 notamment. Un autre pivot. Hein. Ah bah oui, il y a Okafor, oui bien sûr. Pas encore Okafor. Ah bah non, Noël. Nerlens Noël également. Oui, puisque Okafor va être draft. Bah si, Okafor va être drafté juste à la fin de la saison, en c'est 2015. Ça, tout à fait. Alors après, c'est un peu compliqué, donc je pense que je vais donner des indices. On a le mentor du coup de Joel Embiid. Alors non pas en termes de poste, mais en termes de nationalité. Ah, Bahamouté. Exactement. Joel Embiid a démarré dans un camp de Mbah a Moute au Cameroun. Alors, qui est que j'ai avant les noms complètement underground que Justin Varnado, un truc comme ça. Non, alors on a un shooter qui s'appelle Thompson, mais pas Clay. Ah oui, Hollis Thompson, exactement, qui faisait partie des projets non draftés de Saminki. On a un pivot d'ailleurs, alors je sais pas si tu vas te souvenir, qui a un nom de jeu vidéo, de gestion, de simulation de vraie vie. Ah oui, Jericho Sims. Non, pas Jericho Sims, c'est celui qui vient. C'est Henry Sims. Henry Sims, effectivement. Ouais. Et j'avais une petite tendresse pour Henry Sims que je trouvais pas si mauvais. Ouais. D'ailleurs, encore parmi les projets de non draftés, on avait, alors je sais pas comment te le décrire, Jakar Sampson aussi qui faisait partie de ce groupe-là. Ah oui. On a un joueur qui sortait de Clemson, qui a eu un peu des trucs contractuels extrêmement explosifs. KJ McDaniels, je sais pas si tu te souviens. Oui, qui est passé par Houston et qui. Tout à fait, qui à un moment avait une petite cote, ouais. On avait aussi Isaiah Canaan, un tout petit meneur. Qui est passé par les Wolves, qui était atroce. Ah oui ? Ouais. D'accord. Oui, pas longtemps, hein, mais. Ça m'était sorti, tu vois. Qui est passé par Phoenix aussi. Très très mauvais en défense, affreux. Et puis on avait deux derniers, alors un meneur drafté premier tour par Memphis, en fin de premier tour, et qui était un peu en compétition avec Carter Williams, explosif. Ah, Tony Roten. Tony Roten, effectivement. Ouais. Et le dernier, c'est quelqu'un qui d'ailleurs vient de battre le record d'équipe dans lequel il a joué. Un meneur. Ish Smith. C'est le meneur Ish Smith, effectivement. Ouais, voilà pour ce magnifique effectif. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Enfin, il y a des bonnes pioches, mais c'est fou. Alors, en fait, c'est justement l'effectif qui fera un bilan tellement catastrophique que du coup, il y aura une ingérence de la part de la NBA qui dira non, mais vous pouvez pas faire ça, on va mettre notre mec à nous dans l'équipe, c'est pas possible, parce que vous avez été tellement nul en 2015 que c'est pas possible. Donc voilà, c'était ce fameux effectif. Ouais. Donc voilà.